L'entrevue du jour, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, vous l'avez sûrement reconnu parce qu'il m'a remplacé il y a quelque temps, dans le temps des fêtes. Oui. Bonjour Luc. Bon matin, monsieur. Les Carbonneaux, on va parler de hockey. Ce sont les séries, de la Coupe Stanley. Là. Et moi, je vous dirais que durant l'année, j'écoute pas beaucoup le hockey. Okay. Mais les séries, c'est vraiment une toute autre saison. Oui, effectivement. C'est que là, moi, ce que je pense, Luc, là, c'est qu'on voit, on voit vraiment les joueurs de hockey là, à leur meilleur. Ben, en fait, c'est pas juste une question de les voir à leur meilleur, c'est surtout plus une question d'où est-ce que l'intensité est vraiment augmentée. On voit beaucoup un jeu qui est plus physique, puis c'est ça qui est vraiment intéressant cette année. Puis il n'y a pas de lendemain. Là, il n'y a pas de lendemain dans la majorité des matchs. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les officiels ont quand même fait plus d'appels cette année depuis le début des séries qu'ils l'avaient fait en moyenne lors du premier tour l'an passé. Donc, on voit qu'on est en mesure de jouer un jeu beaucoup plus physique, que c'est le cas en saison régulière, qu'en saison régulière, oui. Et on voit que les officiels, cette année, semblent être peut-être un petit peu plus stricts sur les appels de pénalité, même si ça ne fait pas parfois l'unanimité bien souvent. Écoute, cette année, peut-être que les gens suivent ça un peu moins parce que les Canadiens ne sont pas là cette année. On sait que l'année passée, ils se sont rendus jusqu'en demi-finale de la Coupe Stanley. Jusqu'en finale de la Coupe Stanley. En finale de la Coupe Stanley, oui, c'est vrai, excuse-moi. D'abord, on n'a jamais compris personne qu'est-ce qui s'est passé. Moi non plus. Et l'instructeur qui était là dans le temps n'est plus là. Non. C'est tout un virage. Donc, peut-être que les gens ont un petit peu moins d'intérêt par rapport au fait que les Canadiens ne soient pas là. Oui, mais moi, je pense sincèrement, c'est le meilleur premier tour depuis les 15 dernières années. Et, ah oui. C'est... Par rapport à la qualité des équipes? Ah, oui, mais c'est par rapport au format des séries aussi. Tu sais, on remonte il y a 9 ans, c'était vraiment format 1-8. Donc, dans chaque conférence, c'était format 1-8, tandis que là, c'est beaucoup plus des confrontations au niveau intra-division, ce qui fait en sorte que lorsque vous avez une division forte, comme l'Atlantique, par exemple, dans l'Est, vous vous retrouvez vraiment avec des duels qu'on pourrait qualifier quasiment de finale de conférence entre Toronto et Tampa Bay. Comme Toronto puis Tampa Bay. Oui, Toronto-Tampa Bay. C'est deux bonnes équipes, une qui a gagné une cinquantaine de victoires, l'autre 57. Là, exactement, oui, Toronto et Tampa. C'est quand même digne de mention. Là. C'est digne de mention, puis c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est une série qui est le fun à avoir joué parce que le jeu physique est là. Ça joue quand même défensif avec deux formations qui sont super puissantes à l'attaque. Et on voit que Toronto est en mesure de tirer son bout. Et ce qui est intéressant à remarquer pour le Lightning, on commence à sentir la fatigue s'installer. Quand ça fait deux années de suite que tu gagnes la Coupe Stanley, dans le hockey d'aujourd'hui, c'est très difficile d'être en mesure de toujours rester performant lorsqu'il est le temps d'arriver l'après-saison. Et c'est ce qu'on est en train de voir avec Tampa Bay. On le voit souvent dans des séquences de jeu, par exemple, au niveau de la défensive avec Heinemann et Sergachev, où on est en mesure de relancer le jeu. Mais on voit que lorsqu'on se rend en prolongation, on a, en fait, même dans les matchs réguliers des séries éliminatoires, là, lorsqu'on est en temps réglementaire, on sent un peu la défensive de Tampa Bay qui est un petit peu plus fatiguée. Et même les joueurs en attaque sont un peu plus fatigués que ce qu'on avait vu lors des deux premières victoires de Coupe Stanley en 2020 puis 2021 de Tampa Bay. Donc, je pense que, malheureusement, pour la formation de John Cooper, on est en train de sentir, là, on parle souvent que la période de repos, de rétablissement est très courte entre la fin des séries éliminatoires et le début de la saison régulière. Je pense que là, du côté de Tampa, on commence vraiment à encaisser le choc. Puis ça va être difficile contre Toronto de pouvoir gagner le match 7. Et c'est une des équipes Tampa Bay où les joueurs sont les plus vieux. Là. Oui, aussi. Moyenne, je pense, de 29 ans. Là. Exact. Et 29 ans au hockey, mais ça commence à être vieux. Ça fait drôle à dire. Là. Et voilà. Ben, tu sais, Stamkos est rendu pratiquement... Stamkos est rendu à 30 ans, même à 31 ans. Kucherov est dans la mi-vingtaine. Donc, vraiment, pour Tampa Bay, c'est la dernière chance pour gagner une Coupe Stanley parce que là, on va commencer à être rattrapé par le plafond salarial. Là, on va tomber aussi dans une période de reconstruction. Exactement. Là, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont quitter. Ben, il y a beaucoup de jeunes joueurs également qui poussent et il y a également, il y aura des décisions à prendre. Mais présentement, dans cette série-là, ça va être intéressant. Est-ce que Toronto va rester fidèle à son habitude à se contenter d'un premier tour? Moi, je pense que oui. Bon, OK. Hier, j'étais fâché. Pourquoi? Tu l'as dit, là. Moi, je prends Toronto. OK. Les équipes canadiennes, d'abord. OK. Ouais. Et de voir les punitions, excusez l'anglicisme, back-to-back, là, une derrière l'autre, là. Et moi, je dis qu'on dirait que ce sont les arbitres. C'est très personnel comme commentaire, là. Mais on dirait que ce sont les arbitres qui ont décidé du sort du match. À mi-chemin, en troisième période, on donne 2 punitions, un 5 contre 3. C'est 3-2 pour Toronto.
Et là, ça devient 3-3. Et on s'en va supplémentaire, puis on connaît la fin. Ouais, Toronto, c'est Brandon Point qui a marqué le gagnant. a remporté la victoire. J'étais pas content parce que, normalement, puis je sais pas si tu as vu l'accrochage qu'il y a eu en période de surtemps, là. Mais j'ai l'impression que des fois, les arbitres décident... en période de surtemps, c'est sûr et certain, oublie ça, ça va prendre vraiment une faute majeure pour qu'il y ait un appel qui soit parce qu'il y a de l'accrochage. Dans les séries, il y a tout le temps plus d'accrochage. Ça, c'est pas un problème. Par contre, c'est effectivement... L'arbitrage a souvent posé des questions. Je pense notamment au premier match des Rangers contre les Pingouins. Il y avait eu un but refusé. C'était à Matt Zuccarello au Amica Zibanejad parce qu'il y avait eu contact avec Brian Dumoulin, avec Casey DeSmith, qui a fait en sorte que finalement les Pingouins ont gagné ce match-là en troisième période de prolongation. Disons que ça fait beaucoup jaser au niveau de l'arbitrage là, dans les séries éliminatoires présentement, peut-être un petit peu plus que l'an passé. Mais disons que c'est l'inconstance qui vient avec de la saison régulière aussi. Tu sais, c'est facile de dire c'est l'arbitrage, là. Mais moi, ce que j'ai remarqué hier soir, on avait du beau hockey, un match vraiment enlevant. La série Toronto-Tampa Bay est vraiment l'une des séries qui est très intéressante à observer. Puis dans l'Est, il y en a d'autres aussi. Je pense justement les Penguins-Rangers, c'est possiblement l'une des 3 séries qui est le plus ouverte actuellement. Le jeu est extrêmement ouvert. On joue beaucoup nord-sud. C'est 2 formations qui défensivement ont peut-être pas... En fait, chez les Rangers, on n'a pas nécessairement l'expérience des séries éliminatoires, ce qui fait en sorte qu'on a peut-être un petit peu plus de difficultés à contrer les Pingouins. Les Pingouins, grande surprise, Louis Domingue, qui a joué avec les Remparts de Québec, notamment dans le junior majeur, qui est revenu en relève. Qui est une surprise, là? Qui est une surprise. Il n'a pas joué un match en saison régulière, se retrouve dans la Ligue nationale, se retrouve à jouer 5 matchs de suite pour les Pingouins, qui auront une chance là, à domicile de l'emporter face aux Rangers. Par contre, on ne sait pas encore si Crosby va être en mesure de performer. Mais Jake Gonzalez, encore une fois, connaît des séries éliminatoires tout simplement intéressantes. Gonzalez est 56 en séries éliminatoires en carrière. Vraiment, les Pingouins, moi, je pense que ça va se finir en 6 parce que les Pingouins, cette saison, ont été en mesure de gagner des matchs. Une séquence victorieuse sans même Crosby. Puis je pense que Malkin est absent également au début, fin octobre, début novembre, si ma mémoire est bonne. Donc, moi, je pense que les Pingouins vont être en mesure de passer à travers les Rangers qui vont avoir profité de cette série-là pour prendre l'expérience. Le commentateur qui parlait de l'absence, parce que Crosby a manqué la 3e période, ou une partie de la 3e période, et là, écoute, la Terre venait de s'effondrer. Là. Pour les Pingouins, mais il y a quand même de bons joueurs dans cette équipe-là. Sans Crosby, on est capable d'aller battre Rangers. C'est possible, mais Gonzalez, Rust est également là. On a quand même une bonne 3e ligne avec McGinn, Jeff Carter, qui est plus nécessairement le Carter qu'on a connu avec les Flyers de Philadelphie. Donc, il y a de la profondeur, mais elle n'est pas très profonde comparativement aux Rangers. C'est vraiment l'opportunité pour la formation new-yorkaise de trouver une façon d'avoir raison des Pingouins. Écoute, le temps passe très rapidement. Moi, je jaserai avec 1 heure de temps parce que moi, j'aime tellement ça, le hockey. Il y a une question que je veux te poser, c'est le niaisage, et permettez-moi de le dire de même, de la mise au jeu. On fait tout pour essayer de ne pas retarder le match. Et j'ai remarqué hier qu'un des juges de ligne tardait à mettre la mise au jeu. On recommençait. Alors qu'on veut on fait tous les efforts pour que le match se déroule rapidement. Mais c'est quoi? Explique-moi le niaisage des mises en jeu. Que ça voit... là, souvent, on va retirer un des joueurs pour en mettre un autre. En fait, souvent, c'est parce que vous remarquerez à la maison là, que souvent, point de mise en jeu, il y a des écarts qui sont dessinés derrière les points de mise en jeu et les patins doivent être vraiment rentrés dans ces 2 écarts-là. Si le patin dépasse le moindrement ou si le joueur bouge trop tôt, à ce moment-là, l'officiel n'a pas le choix de dire au joueur de reculer, de revenir pour pouvoir prendre la mise en jeu. C'est un peu comme au rugby à un certain point. Et si le joueur bouge trop souvent ou se compromettre trop vite avant le dépôt de la rondelle, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est déplacé. Donc, c'est pour ça que les officiels essayent vraiment de venir à la ligne dure. C'est pour éviter qu'à une certaine époque, là, on se foutait littéralement que les écarts étaient marqués sur la glace. Donc, c'est pour ça qu'on est bon un peu. C'est quoi, il faut que ce soit à l'intérieur? Les patins doivent être à l'intérieur. Il y a un angle de 90 degrés de chaque côté des points face à face et les patins doivent vraiment rester au niveau dans les angles à 90 degrés. À l'intérieur? À l'extérieur, dans le fond. À l'extérieur. À l'extérieur. Okay. Donc, ils doivent rester. Puis là, je le montre à Michel, je le dessine en même temps sur un papier. Mais c'est parce que techniquement, c'est comme ça. L'autre côté est comme ça. Et les deux patins de chaque joueur doivent rester à l'intérieur de chaque écart. Donc, s'ils sont à la sortie de cet écart-là ou trop avancés vers le point de mise en jeu, à ce moment-là, le joueur est au compromis trop tôt. OK. Et pourquoi qu'on recommence la mise au jeu?
Parce que c'est parce qu'il y a un joueur qui a décidé de bouger d'anticiper trop vite le dépôt de la rondelle. OK. Rapidement dans l'Ouest. Pardon? Rapidement dans l'Ouest. Oui, parce qu'il reste 5 minutes, puis je vais te parler de la Ligue junior majeure du Québec avec les Remparts. L'Ouest, pas compliqué. Colorado, Saint-Louis, ça va être la prochaine confrontation, vu que ça a été vraiment, je dirais, malheureusement pour le Wild du Minnesota, ça a été un manque d'expérience, un manque de profondeur. Les Blues. 4 parties. Pour Colorado, 4 parties. Tu sais, John Saros n'était pas là. Finalement, on s'est tourné vers Connor Ingram, qui est vraiment l'avenir pour les Prédateurs devant le filet. Chez l'Avalanche, si on n'atteint pas une finale de l'Ouest cette année, ça va être vraiment une déception. Sincèrement, c'est probablement la meilleure formation pour les séries éliminatoires. Formation extrêmement profonde. Bon, Karl Makar défensive. C'est ce qui fait le tour pour cette série-là. Minnesota, c'est dommage pour Saint-Fleury, comme je le mentionnais. Les Blues, qui sont vraiment très compétitifs, malgré la perte de Pietrangelo il y a 2 ans, sont tout simplement phénoménales. Extrêmement de profondeur à l'attaque. Tarasenko, Ryan O'Reilly, Perron également, qui s'amuse comme un petit fou, même si ça ne paraît pas qu'il a 35 ans. Donc vraiment, là, les Blues de Saint-Louis pourraient donner du fil à retordre face à l'Avalanche. Moi, je prédis que l'Avalanche va gagner en 6 contre les Blues. Calgary, puis... Ça, c'est vraiment une des séries les plus... Ça, c'est la série la plus défensive dans le premier tour. C'est 2 entraîneurs qui ont beaucoup d'expérience, que ce soit comme entraîneur adjoint, entraîneur-chef avec Rick Bowness et Darryl Sutter. Je m'attends à ce que les Flames remportent cette série-là. Si c'est pas en 6, ça sera en 7. C'est une équipe canadienne. Moi, j'avais dit les Flames en 5. Je suis un peu dans le champ. L'autre série, ça va être Edmonton en 7. Le fait que Sean Walker et Drew Doughty soient blessés fait en sorte que cette série-là va pas terminer pour les Kings. C'est un peu comme Matthews, hein? Oui, mais là, il faut passer le premier tour. Ces joueurs-là mériteraient d'aller plus loin en série. Exactement. Et les Oilers, il ne faut pas oublier une chose. Il ne faut pas subir le même sort qu'on a eu avec les Jets en 2016-2017, parce que les Jets avaient vraiment une belle formation. C'est cogné le nez face à 2 bonnes formations année après année. Et on l'a vu avec les Jets, on a malheureusement été incapable de se rendre en finale de l'Ouest. Puis on connaît quand même une bonne saison. Les Oilers, effectivement. Ça a fini en queue de poisson. Les Jets, oui, effectivement, mais les Oilers, là, je pense que McDavid a vraiment le couteau entre les dents. Et c'est vraiment beau à voir l'ajout d'Evander Kane, malgré son comportement hors glace, fait la différence. OK. Rapidement, pour les Panthers et les Capitals? Ça va être les Panthers. Je pense qu'à un moment donné, le talent doit ressortir là, avec la profondeur chez les Panthers. OK. Moi, j'avais dit Tampa Bay en 6, je maintiens Tampa Bay en 7. OK. Boston va... Là, c'est un 7e match, Boston-Caroline? Écoute, je pense que la Caroline va l'emporter. Logiquement, mais j'ai comme l'impression que les Blues ont vraiment l'artillerie pour sortir le Hurricanes. Moi, j'avais dit Boston en 6. OK. Donc, tu dis Boston. Et moi, j'avais Rangers, dit Pittsburgh, Penguins en 6. OK. C'est beau. Maintenant, je vais te parler, parce qu'il nous reste 3 minutes, les Remparts de Québec qui vont très bien. Est-ce que c'est une surprise? Non. Non? Les Remparts ont C'était une bonne saison? Les Remparts ont fini premier au classement général du circuit Courteau. On a vraiment une formation qui est très équilibrée. On a fait l'acquisition également de Zachary Bolduc de l'Océanique de Rimouski au cours de la dernière saison. Vraiment, les Remparts sont équipés. En fait, c'est l'équipe avec les Islanders de Charlottetown et le Phoenix de Sherbrooke qui doit se rendre dans le carré d'as absolument. Les Remparts sont tout simplement phénoménales. Tu sais, avec Patrick Roy, un coup que tu réussis à assembler les éléments, Patrick va trouver une façon de faire fonctionner ses joueurs. James Malatesta, puis bien entendu, il y a un certain Olivier Coulombe aussi qui a l'expérience d'avoir remporté la Coupe du Président chez les Remparts. Donc vraiment, pour moi, les Remparts sont l'une des 3 équipes favorites là, pour aller chercher la Coupe du Président. Est-ce qu'ils peuvent aller la chercher? Oui. Par contre, ça va être extrêmement difficile. En fait, ce qui peut causer problématique, c'est que lors du 3e tour, là, l'Océanique va affronter les Remparts de Québec. D'ailleurs, ça va être très intéressant d'en parler rapidement. Je pense que la problématique, ça va être de voir contre qui les Remparts vont jouer dans le carré d'as. Parce que si on doit affronter Sherbrooke ou Charlottetown, là, à ce moment-là, ça peut venir se compliquer rapidement pour les Remparts parce que vous avez Patrick Guy avec les Islanders qui a connu une saison exceptionnelle, près de 50 buts. Le Phoenix de Sherbrooke a vraiment une profondeur absolument hallucinante. Se reprend un peu de la saison 2019-2020. Stéphane Julien qui est en mesure d'aller construire une excellente équipe. On était déjà très compétitif il y a 2 ans. La COVID est arrivée. Le Phoenix était vraiment l'équipe à possiblement représenter le Québec lors de la Coupe Memorial. Donc, les Remparts, moi, je ne pense pas gagner la Coupe du Président cette année. D'ailleurs, la Coupe Memorial va avoir lieu à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, vers la mi-juin. Et fait intéressant, l'Océanique de Rimouski qui a montré la porte justement au CEDOC de Saint-Jean hier soir
en période de prolongation. Les Sea Dogs qui étaient clairement favoris. L'Océanique qui a connu une saison correcte, mais Serge Beausoleil qui a fait de l'excellent travail et qui a amené, et je tiens à le rappeler, c'est ce qui est ironique, Zachary Bolduc était avec l'Océanique de Rimouski et finalement, avec les Remparts, va faire le deuxième tour, mais l'Océanique, sans Zachary Bolduc, qui est un joueur de 50 buts ou presque, qui vont faire les séries, passent au deuxième tour. Par contre, contre les Remparts, là, je pense que on l'a vu face au Saguenay de Chicoutimi, les Remparts vont faire une bouchée des Saguenay. Remparts en 4. C'est des séries 3 de 5 jusqu'en finale de la Coupe du Président. Et finalement, dans l'autre série, dans les 2 autres séries, ça sera les Olympiques de Gatineau qui vont jouer contre les Cataractes de Shawinigan pour Antoine Coulombe. Je pense que les Cataractes peuvent espérer se rendre dans le carré d'as. Et dans l'autre série, bien, le Phoenix de Sherbrooke devrait largement l'emporter face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Très intéressant. On va recevoir Luc à chaque série. Comme là, on termine celle-là. On va se revoir prochainement là, pour parler de l'autre série. Puis après ça, bien, à chaque nouvelle série, on va se jaser. On va lui demander ses prédictions. On va lui donner une note sur 10. C'est excellent, j'aime ça. Vive! J'adore les examens. Hey, merci, c'est très intéressant. Moi, j'aime ça parce que tu connais vraiment ton hockey. C'est intéressant pour nous autres, ça nous permet de mieux comprendre certaines choses. On se revoit très prochainement. Salut Michel. Merci Luc Carbonneau. Voilà, on s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.